Nous sommes ici devant le monument du souvenir de Collonges en Charolais où le 27 mai 1944, la Gestapo arrête et passe par les armes 5 résistants dans les bois de Baranges. Cela nous ramène au chemin emprunté par Jean Tortillé, qui n'a que 17 ans lorsque sa vie bascule le 28 mars 1944. Ce jour-là, sur la route, un barrage allemand prend le groupe de résistants à revers. Son chef, Jean Pierson, succombe sous les balles à ses côtés. 2 de ses camarades réussissent à s'enfuir. Lui est conduit à la commandanture. Les portes de l'enfer viennent de s'ouvrir. Le général de Gaulle lance le 18 puis le 22 juin des appels à la résistance. Ils seront au début peu entendus. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Le fait de parler, ça vous a aidé à vous réaliser? Oh, je ne cherchais pas à parler, mais si on me questionnait, je parlais. Alors que mon beau-frère n'a jamais rien voulu dire. Il était déporté avec toi? Non, pas avec moi, mais il était déporté. Quand je me suis retrouvé à Paris, à Bichat, que mon père est venu le lendemain de mon arrivée, puis qu'il m'a appris que mon beau-frère était rentré, je ne savais pas qu'il avait été déporté. Il a été arrêté avec mon père le même jour, dénoncé par le propriétaire de mon père. C'est horrible. Et ce propriétaire de mon père, c'était un collaborateur, et on avait eu ordre de négocier. Et on ne l'a pas fait, on aurait dû. On ne l'a pas fait. On aurait dû le tuer avant qu'il dénonce. Ils ont été arrêtés plus d'1 mois après moi, quoi. Mais votre père n'est jamais parti. Mais mon père est rentré, lui, il a eu... C'est pareil. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais enfin, il a eu moins de malheur que nous. Et quand mon beau-frère était emmené en déportation, il était au camp de Saint-Sulpice, dans le Tarn. Et on les a embarqués, les derniers déportés qu'il y a eu, quoi. Et mon père est tombé malade, et on l'a emmené à l'hôpital pour l'opérer. Et c'est ce qui l'a sauvé. Il a été libéré après par la résistance. Puis il est rentré du Tarn, chez lui, à pied. Mais il avait 28 ans de plus que moi, quoi. Il est rentré par ses propres moyens. Oui, il a été quelquefois pris dans des camions où il faisait quand même peut-être pas mal de kilomètres. Enfin, il est rentré à pied comme ça de chez lui. Anna Marly compose en russe un chant insoumis et lancinant. 2 écrivains lui donnent des paroles françaises. C'est le chant des partisans, repris par les maquis de France. Et tu es rentré dans la résistance quand? Moi, en 43. 1943. Oui. Tu étais jeune? Oui, notre groupe a été formé en mars 43. Je ne suis pas rentré directement à la formation du groupe. Je suis rentré pas longtemps après, parce que j'étais en contact avec un copain, le fils de l'instituteur, qui lui avait 4 ans de plus que moi. Quand il est rentré des chantiers de jeunesse, il avait sa feuille de route pour partir travailler en Allemagne. Ouais. Et là, au lieu de partir travailler en Allemagne, il s'est caché. Et il s'est caché chez notre chef de groupe. Ouais. Et
de là, avec le contact, il m'a fait confiance parce que, bon, j'étais jeunet, mais j'avais une certaine maturité. On n'est pas tous pareils dans sa jeunesse. Et on ne s'engageait pas pour faire front à l'occupant. On s'engageait pour nuire à l'occupant. Notre chef de groupe, qui était un gars quand même, qui avait plus de 40 ans, il disait, notre but c'est de faire un genre de guérilla, nuire et puis de ne pas se faire prendre. Vous étiez sédentaire, c'est-à-dire que vous rentriez chez vous? Ah ben moi j'ai jamais été au maquis. Vous avez jamais... Non, jamais. Toujours dans la ferme de ton Ouais. père, Oui. mais quand il y avait un coup à faire, Ah tu ben, partais oui, chez mais qui? je joignais les autres. Hein. Le soir, j'allais les joindre. D'accord. Oui. D'accord. Puis mon père me disait, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré à telle heure? Oh ben j'étais chez les copains, on jouait aux cartes. Et c'est là qu'il a eu des doutes, quoi. Jusqu'au jour où il a deviné que tu faisais de la résistance communiste. Il le pensait. Et puis lui, il avait eu contact avant avec d'autres résistants. Et puis ce jour-là où il a eu contact avec Hector, là, qui s'est dit, bon, si je peux rendre service, je vais rendre service. Alors, il m'en a parlé pour voir ma réaction. Mais il savait bien ce qu'il faisait. Il voulait me faire parler. Mais vous aviez quand même confiance en vous deux. Oui, oui, mais on nous recommandait bien de ne pas le dire, justement, au cas que quelqu'un soit pris. Parce que de l'un, on pouvait vendre l'autre, sans le vouloir. Et le groupe dont vous faisiez partie, c'était sur Monceau? C'était Collonges, en Charolais. Le groupe, le camp Jean-Pierson. Mais quand j'étais pris, moi, le camp Jean-Pierson n'existait pas encore. C'était le maquis des loups, ça s'appelait. Et quand Pierson a été tué, en souvenir de lui, ils ont baptisé le camp Jean-Pierson. C'est pour ça que c'est tout le temps resté le camp Jean-Pierson. Notamment, c'était le maquis des loups. Et ça comprenait plusieurs villages Ben, c'est-à-dire qu'au début, ils étaient dans le bas de Collonges, ça s'appelait en Marnant. Et puis après, ils sont montés dans le dessus, tout à fait au-dessus de Collonges. Mais ça comprenait tous ceux qui voulaient venir. Mais le maquis de Collonges, il y a eu plus de 1000 résistants dedans. Plus de 1000. Le chef du camp, c'était on l'appelait facteur. Bonin, il s'appelait. Et ce gars-là, c'est lui qui dirigeait le camp du camp Jean-Pierson, quoi. C'est lui qui a participé à la libération de Montchanin. Et après, quand on a fait connaissance, parce que moi je ne le connaissais pas, mais il était gentil avec moi. C'est pareil, il était bien plus âgé que moi. Et vous étiez un groupe de FTP? Oui, FTP. Et tu étais le plus jeune? Oui, forcément, oui. Ouais. Quand même une sacrée volonté, hein? Oui, mais j'étais pas le seul, hein. Non. Et qu'est-ce que vous avez fait alors dans la résistance? Vous avez fait dérailler des trains? Vous avez fait... Oh non, nos premiers coups, moi j'ai pas été longtemps, hein, d'ailleurs. On a surtout fait sauter des pilotes, mais autrement, notre première action, ça a été d'empêcher les bovins d'être livrés aux Allemands. Ils étaient parqués à Genouilly, en gare de Genouilly, et le lendemain, ils devaient être embarqués dans des wagons pour partir en Allemagne. Alors on a été, puis on a ouvert le parc où étaient les bovins, puis ils se sont tous sauvés. Alors il y avait eu les bombardements des Anglais là, sur les usines du Creusot, qui avaient fait une quantité de morts, et puis qui n'avaient pas beaucoup détruit l'usine. Hein. Ils n'avaient pas fait grand tort à l'usine. Alors après, il a été décidé pour freiner la production des usines Schneider,
de les priver d'alimentation en électricité. C'est pourquoi on faisait sauter les pylônes. Ben là, il y en a eu sauté aussi à Marie, il y en a eu plusieurs. Et oui, ça c'était le temps de résistance. Une fois, je ramenais quand même une valise d'explosifs de Monceau, Saint-Vallier. Enfin, le chef de groupe était à Monceau, puis il avait ses parents à Saint-Vallier. Et j'ai été chercher la valise d'explosifs à Saint-Vallier avec lui. Et j'étais quand même bien jeunet. J'avais 17 ans. Et j'ai amené cette valise, c'est lourd l'explosif. Ouais. Et pour le camoufler un peu, sur ma bicyclette bien entendu, pour camoufler un peu, il m'avait dit, ma petite belle-sœur va aller avec toi. Sa belle-sœur avait 2 ans de moins que moi. Et puis ça faisait plutôt 2 petits copains qui se baladaient. Et je lui ai ramené une valise de plastique, et surtout de cordon détonnant. Ce cordon détonnant, c'était très pratique pour faire sauter les pylônes. On n'en avait pas, et c'est mon père qui a eu contact avec ce gars-là, avec Hector de Monceau, qui était, son nom c'était Alain, moi, au maquis c'était Hector, et ils faisaient un repas ensemble, et puis ils ont parlé de la résistance, et tout en parlant de la résistance, il lui a dit, si tu connaissais quelqu'un qui a besoin de matériel, moi j'ai pas mal de matériel. Et mon père qui soupçonnait que que je faisais partie de la résistance, et moi j'étais loin de penser que lui s'occupait de la résistance. On était 2 résistants, le père et le fils, sans savoir. On se cachait l'un de l'autre. Et comme il avait des doutes, il voyait quand même que je sortais souvent la nuit. Alors il m'avance ça comme ça. Il dit, tu ne connais pas des gars? Alors là, je lui ai dit ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à avoir du cordon détonnant, parce qu'avant, on avait essayé de faire sauter des pylônes avec du cordon Big Four ça ne marchait pas, parce qu'on mettait 4 charges. Les premières charges détruisaient les autres et ça ne fonctionnait pas. Nos pylônes ne sautaient pas comme il faut. Et quand on a eu le cordon détonnant, après, ça sautait. Ça coupait bien les pylônes. Et là, quand j'emportais cette valise, la petite belle-sœur à Hector, elle connaissait bien la route en raccourci de Monceau pour venir sur Cules-les-Roches, elle était. Et on passait par la forêt du Plessis. Et il fallait quand même connaître un petit peu la forêt. Alors, avec elle, plutôt que de prendre la route qu'on risquait plus de rencontrer des Allemands, je passais par la forêt du Plessis. Et quand on montait à la sortie là, au bout de l'étang du Plessis, on montait une petite voie qui était grimpante comme ça et puis étroite. On rencontre 2 Allemands qui descendaient. Alors, on leur a dit bonjour en passant, mais là, ça montait, la valise c'était lourd, je poussais cette bicyclette. Ils n'ont pas eu de doute. Alors, je me suis retourné comme ça, puis j'ai vu qu'ils s'étaient retournés, puis ils souriaient. Ils se sont dit, tiens, voilà 2 amoureux qui vont faire un tour dans la forêt. Ils savaient. Alors, si j'avais été arrêté à ce moment-là, elle, qu'est-ce qu'elle allait faire? Moi, je me sentais capable de ne pas parler. C'est ce que j'ai quand même réussi à faire à mon arrestation. Mais elle aurait pu parler. Eh bien, il y aurait eu combien de morts, combien de déportés? Parce qu'il n'y a qu'une valise, une valise d'explosifs comme ça. C'était le peloton d'exécution assuré, ça? Oui. Oui. Est-ce qu'elle aurait résisté à l'interrogatoire? Oui. Un coup, ensemble, on avait fait la libération du camp de la Guiche. À la Guiche, au sanatorium, c'était un camp de prisonniers politiques. Où ils étaient là en attendant comme otages. S'il y avait besoin d'otages, on les aurait pris. Et c'était des gars qui avaient été malades de la tuberculose, ils avaient été soignés,
Et il y en a qui étaient en bon état. Et il y avait une infirmière qui était dans la résistance, son mari qui était dans la résistance, avait organisé une libération possible par le maquis. On en a libéré 21 là. On est arrivé une nuit, en surprise. Alors pour vous dire qu'on me faisait confiance, parce que ce jour-là, le Hector en question, notre chef de groupe, on était 3 groupes qui ont libéré la quiche. Et Hector en question, là, il avait sa traction, pas lui, du maquis. Et il dit 3 gars avec moi qui n'ont pas peur. Moi, je ne savais pas bien ce que c'était que d'avoir peur bêtement, hein, parce qu'on doit avoir peur, c'est bête de ne pas avoir peur. Alors je dis, oh, bon, bah, je vais, j'étais volontaire, je me mets à côté de lui, puis 2 autres du groupe qu'on devait libérer derrière. Quand on est arrivé dans la porte du sanatorium, alors c'était l'effet de surprise, la traction arrivait à toute allure, hop, bloqué, saute en bas, la mitraillette, il y avait la sentinelle qui était là, haut les mains, et puis il y avait un docteur qui était à côté, je suis rentré le premier, même dans un livre, ils ont mentionné ça, que j'étais le premier qui avait rentré, mais le premier puis le deuxième, on était pareil, hein. C'est pas le premier qui risquait le plus, on était pareil. Et là, à mon âge, on n'aurait pas dû me faire une confiance telle, parce que j'aurais pu craquer, j'aurais pu ne pas faire les bonnes fonctions. Et alors, on avait libéré ces gars-là. Et alors, ces 5 gars-là, quand on s'était connus pour la libération du sanatorium d'Aguiche, je les retrouve à Compiègne. Alors, tout surpris, leur petit chef de groupe, là, qui avait 2 ans de plus que moi, nommé Guignon, il me dit, mais comment que ça se fait que tu es là, toi? Tu t'es fait ramasser? Et je leur ai expliqué comment je m'étais fait ramasser, en essayant de les libérer. Et les 5 gars qui étaient avec moi, on s'est retrouvés les 6 ensemble, les 6, il y en a 4 qui sont morts. Un qui est rentré, qui est mort la semaine après, et le 5e dans l'année. Je suis resté le seul sur les 6. Alors, dans le fond, j'ai eu beaucoup de chance par rapport aux autres. C'était des actions contre les Allemands, mais ce n'était pas aller tirer contre les Allemands. Hein. D'ailleurs, au début, on n'avait pas d'armes. Hein. Non. Quand on a eu nos 2 premières mitraillettes, c'était quelque chose. Moi, mon premier pistolet, c'était un 6,35. Alors, un petit pistolet. Un pistolet de sac à main. Voilà, c'était ça. Mon copain avait un 7,65. C'est la taille au-dessus. Oui, puis notre chef de groupe, il avait un parabellum. Alors, enfin, c'était déjà un beau parabellum. Mais vous aviez des stènes parce que ça... Oui, après, on a eu... Moi, quand j'étais pris, c'était avec ma stène. Ouais. Oh, c'était pas des engins sûrs. Non. Ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit, mais peu efficace. Mais ça a permis quand même, le jour que j'ai été pris, moi, qu'il y en a 2 qui ont pu se sauver. Parce que quand, si c'est pas précis, les balles font du bruit quand même. Hein, quand ils s'assifflent autour des oreilles, les Allemands, ça les empêchait de tirer sur mes 2 copains qui se sauvaient. Moi, je savais pas qu'ils se sauvaient. Parce que quand on est descendu de la voiture, notre chef de groupe a dit, c'est pas possible de se sauver, il faut qu'on résiste. Alors, il faut qu'on résiste. Moi, j'écoutais les ordres. J'ai sauté de la voiture, j'ai fait une 50aine de mètres. Il y avait la route était surélevée, je me suis mis contre le talus pour tirer. Puis lui, il a été tué tout de suite. Je ne l'ai pas su le jour. J'ai su qu'il était tué, mais je n'ai pas su que c'était tout de suite. Au premier coup de feu, il était tué. Parmi les 2 copains qui s'en sont tirés, quand je suis rentré de déportation, mon copain m'a dit Pierson a été tué, on l'appelait Sarcelotte. Sarcelotte a été tué au premier coup de feu. Et l'autre a été pris une balle dans la gorge, et puis mon copain, là, l'a sauvé. Mais si je n'avais pas été là pour tirer, moi, bah, les Allemands allaient les allumer comme des lapins. Alors, c'est ce qui leur a permis de se sauver, malgré les balles leur ont sifflé aux oreilles aussi. Hein.
Moi, j'étais pris en allant libérer 5 camarades. Et ces 5 camarades, c'était justement du maquis à Hector, celui qui m'avait fourni des explosifs. Et ces 5 camarades, on n'a pas pu les libérer, puisqu'il y a eu l'intervention des Allemands là, qui nous ont coincés à Montrouge. Mais quand on entrait dans la résistance, notre chef de groupe, il avait dit, moi, ils ne me prendront pas vivant, parce que avec la torture, peut-être qu'ils arriveraient à me faire parler. Et il y en a quand même qu'on a condamnés après, parce qu'ils avaient parlé, ils avaient vendu. Mais pour résister, c'est dur, c'est dur. On avait tellement été formés, tellement conditionnés, que je me disais, il ne faut pas parler. C'est au début. Si on ne parle pas au début, après. Et je n'ai pas craqué au début, si bien qu'après, je m'étais tellement vidé la tête en disant je ne parlerai pas, qu'on m'aurait demandé d'où je venais. J'aurais voulu le dire, je ne le savais plus. Mais il faut une puissance pour... C'est une sacrée volonté. Oui. Et vous avez été torturé? Ah oui, oui. Oh, ils m'en ont fait. Hein. Ils m'en ont fait. Hein. J'avais quand même un bras de cassé. Et puis, roué de coups, alors. Complètement roué de coups. J'étais dans un état lamentable. Mais, je vous dis, à un moment donné, je perdais, ce qui m'a sauvé aussi de moins être battu longtemps, c'est que je perdais connaissance. Au bout d'un moment, je perdais connaissance. J'ai perdu plusieurs fois connaissance, je ne sais pas, je ne peux pas le dire le nom, mais plusieurs fois. Je me suis réveillé, sûrement qu'il m'avait jeté de l'eau dessus parce que c'était tout mouillé. Et bon, j'étais revenu à moi, pendu par le bras comme ça, puis... Et ça a duré quand même. Ça a commencé à 3 heures de l'après-midi. Et quand on m'a jeté dans la cellule, quand la porte de la cellule s'est refermée derrière moi, c'était une libération. Alors, c'était pas un emprisonnement, c'était une libération. Et à ce moment-là, j'ai entendu les cloches de Châlons qui sonnaient 9 coups. Alors, j'ai dit, oui, ça a duré 6 heures. Mais pas 6 heures battues, parce que les pertes de connaissance, on m'a pris de la Gestapo pour m'amener à la prison. Bon, on passait par le palais de justice. Il y avait 5 minutes. Ouais. C'était vite traversé. On m'a questionné avant de me mettre en cellule. Mais enfin, quand on m'a acheté dans la prison, c'était 9 heures. Et ça, ces 9 heures, je les entends toujours. Ah, oui, d'accord. Et quand on m'a repris le 1er avril, alors j'ai dit là, il faut trouver quelque chose parce que il n'y a pas... tu ne pourras plus résister si on me tape sur les coups que j'avais pris. J'ai dit, jamais je résisterai. Et justement, dans le livre à Soufflet, là, on parle des Russes. Et on avait eu un accrochage avec eux. On nous avait signalé qu'il y avait des faux maquisards. Et donc, on les avait arrêtés, puis finalement, c'était des faux maquisards. C'était quand même des résistants. Mais ça m'a donné une idée. Pour mon deuxième interrogatoire, j'ai dit, il faut que je dise qu'on est des faux maquisards. Faut que je cessais de faire croire que je ne suis pas dans la résistance. Alors, c'était pas net, mais enfin, ils ont accepté. Puis alors, on m'a demandé où était le maquis. Moi, j'étais pas au maquis, j'étais chez mes parents. Mais j'ai dit que j'étais parti de chez nous sans dire où j'allais. Et puis, j'avais rencontré les copains qui m'avaient dit, viens avec nous, on va piller un bureau de tabac. Alors, l'officier qui me questionnait, il m'a donné quelques coups, mais pas grand-chose. Hein. Il m'a dit, si tu ne parles pas, tu vois comment ça fait. Puis je fais venir le grand. Le grand, c'est celui qui m'avait torturé. Et il me dit, tu as de la chance de dire la vérité. Alors je me suis demandé pourquoi. Mais je leur avais dit que mes copains, ils étaient installés au lieu dit les Baudeaux. Les Baudeaux, c'est de la commune Massy-les-Buxy. Mais il y avait... Et là, j'ai attendu au moins 1 heure après leur avoir dit ça.
Ils ont dû monter voir, vérifier si c'était vrai. Et il restait des vestiges. Et en plus, il me dit, tu as la chance de dire la vérité, ta sœur est venue hier. Et ma sœur avait été à la Gestapo pour me rechercher, pour savoir ce que j'étais devenu, en disant que j'étais parti de chez nous sans papier, sans dire où j'allais, et que je n'étais pas rentré, qu'elle supposait que je pouvais être arrêté par une patrouille allemande. Et c'est un peu ce qui m'a sauvé. C'est ces maquisards russes-là qui m'avaient donné une idée, et ma sœur qui a fait le comble en disant la même chose que moi. Et là-dessus, il y avait un rapport en allemand, forcément, que l'officier là, qui parlait le français impeccablement m'a traduit, puis il m'a dit « Tu as tiré sur les soldats allemands, tu seras fusillé. » Alors, ma foi, j'ai fusillé, puis il m'a demandé de signer le rapport. J'ai signé. Moi, du moment que j'allais plus être torturé, la mort, c'était pas grand-chose. Et quand on, je sais pas, c'est pas dû à l'âge, mais ça peine, la mort, ça peine juste de voir que les autres vont être peinés. Moi, ça me faisait rien de m'en aller, c'était que j'allais faire de la peine à ma famille. Et quand je suis resté donc 42 jours en cellule, et à la sortie de la cellule, un matin, j'entendais qu'il faisait du bruit dans la prison. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on est en train d'en emmener une tournée à Lyon. Alors, quand la cellule s'est ouverte, un gardien, et il me dit, préparez bagages, tu dois partir. J'ai dit, bagages? J'ai dit, pas de bagages. Le bagage, je n'avais rien du tout. Absolument rien, j'avais juste ma mitraillette, ils me l'ont pardonné. Je le regarde et puis j'étais quand même remonté, quoi. Fallait mourir. Je dis, pars à Lyon. Alors, il hésite quelques secondes, il me dit, Lyon? Oh, il dit non, toi pas fusillé. Toi partir en Allemagne, jamais rentrer en France. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, je ne vais pas y être longtemps en Allemagne. Je ne m'imaginais pas qu'on pourrait être dans des conditions qu'on a été après. Vous êtes arrivé à quelle période en Allemagne? Je suis parti le 21 mai. Je suis sorti de la cellule le 10 mai. On est monté à Compiègne au camp de Royalieu. Et puis là, il y a eu des sélections de faites pour voir ceux qui allaient partir tout de suite et ceux qui restaient. Et on est parti le 21 de Compiègne. Et on est arrivé le 24 dans la nuit du 24 au 25. 4 jours dans les wagons à minimum 100, certains étaient 110. Sans manger, sans boire. Boire, c'est pas grand, manger, c'est pas grand-chose, mais sans boire. Au mois de mai. On a eu soif, hein. C'était en 44, ça? Oui. Alors, il y en a qui sont morts. Je ne peux pas dire combien de morts, parce que je ne veux jamais témoigner de ceux que je n'ai pas vus. Je savais qu'il y avait des morts. Il y en a un, même les autres ont dû l'étouffer, parce qu'il s'était mis à crier, et d'un seul coup, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Et quand on est arrivé, moi j'avais les lèvres toutes fendues. Un triste état. Le matin tôt, on est parti de Compiègne. On allait rejoindre la gare. Et quand on est monté dans les wagons qui n'étaient pas quais, ils étaient en dehors du quai, alors il y avait les ponts, qu'on appelle ça des plateformes pour monter. Et quand on est monté dans ces wagons, les Allemands hurlaient comme d'habitude. Quand on a été une cinquantaine dans le wagon était plein. Il y a un SS qui est monté avec une cravache qui nous a fait passer ce qu'il y avait dans le wagon sur la moitié, puis il a fait remonter les autres. Alors je n'ai pas compté combien qu'on était. C'était d'ailleurs pas facile à compter, mais après on a su qu'on était le minimum 100 par wagon. Et il y a eu un wagon
au moins un wagon. Le train était arrêté, puis qu'il y a eu une tentative d'évasion. Ils ont vidé le wagon. Il y a eu des coups de feu. Qu'est-ce qu'il y a eu de tué, j'en sais rien. Je ne peux pas le dire, puisque je ne l'ai pas vu. Et le reste, on les a mis dans le wagon à côté. Alors, il devait être empilé comme ça. Alors là, ça ne devait pas être beau dans le wagon à l'arrivée. Il y avait un fût de 200 litres coupé en deux qui était dans le milieu du wagon pour faire les besoins. Alors, le premier jour, le fût a été assez vite plein. On l'a vidé contre la porte du wagon pour faire de la place. Puis après, bon, il n'y avait plus besoin de fût parce qu'on n'avait plus rien à vider. Hein. Le 4e jour, il y a eu une fois, il y a eu une averse. Ceux qui étaient à proximité des lucarnes, puis c'était des wagons à bestiaux, il y en avait passé la main, il y avait des fils de fer passé la main, puis se lécher la main, quoi, pour se désaltérer un peu. Mais sans boire, c'est dur. Hein. 4 jours sans boire, c'est dur. On a, à un moment donné, je ne sais qui c'est, si c'est la Croix-Rouge ou qui c'est, on a entendu des récipients en ferraille qui étaient posés à côté du wagon. Et tout d'un coup, on a entendu de l'eau qui s'éparpillait. Hein. Ils ont vidé, et c'est les SS qui ont dû donner des coups de pied dans les bidons. Ça se fait qu'on avait encore plus soif quand on a entendu, c'est tout. C'est comme quand il pleuvait, on avait encore plus soif de sentir cette pluie qui tombait. La soif, c'est terrible, terrible. Mourir de faim, c'est dur, mais mourir de soif aussi. On nous a sorti des wagons à Neuengamme, quand le wagon s'est ouvert. On était content de descendre, mais on ne s'attendait pas que ça allait être des conditions comme ça après. Mais quand il y avait les chiens qui gueulaient, les SS qui hurlaient, on disait les Boches, c'était plus simple dans le moment. Alors, l'os. Moi, j'étais jeune et puis j'étais vif. Je croyais sauter du wagon, mais j'ai fait comme. Je voyais que les autres s'affalaient. Je croyais, moi, rester debout. En sautant, je me suis affalé comme les autres. Puis on était ramassés avec des coups de cravache, quoi. Coups de schlag. C'était pas des cravaches, ils appelaient ça des schlags. Si doux ce crépuscule, et muet et paisible, qu'il éveille soudain notre envie de prier et de dire merci, puisqu'il nous est possible de voir encore au loin le soleil se coucher. Parce qu'on était en triste état, là. Il y en avait quelques-uns qui avaient changé d'habit, qui pouvaient faire leur toilette. À Compiègne, il y avait quand même les moyens de se nettoyer. Moi, j'étais arrêté le 28 mars jusqu'au 25, la nuit du 24 au 25 mai. J'avais jamais changé d'habit, rien. Hein. On se débarbouillait comme ça, un peu la figure. C'était tout. Hein. Ni un mouchoir, ni rien. C'était ce que j'avais quand j'étais arrêté. Puis j'étais pas le seul dans ces conditions-là. On nous a désinfectés, mis des habits civils, qui étaient des habits de civils qui avaient été avant nous, qu'on avait désinfectés, et on nous mettait ça avec un grand casier dans le dos, casette, c'est-à-dire dans le dos. Et le lendemain, on nous faisait poser ça, on nous donnait nos habits rayés, et le surlendemain, on partait en commando. Il y avait besoin de main-d'œuvre tout de suite, dans l'usine, les usines Hermann Göring. Déjà, tu le dis, hein. On nous l'avait bien dit. C'était votre numéro. Ah oui. Il fallait l'apprendre. Ils ne donnaient pas leur nom, ils donnaient leur numéro, et en plus, il fallait qu'ils l'aient appris en allemand. Alors, c'est pas évident. C'est pas une langue évidente. Hein, non, mais les chiffres, c'est plus facile quand même, même pas bien prononcé. Tandis que les paroles, moi, je connaissais des mots qu'on nous commandait,
on saisissait des mots, mais je ne pouvais pas assembler des mots ensemble. Faire une phrase, je ne pouvais pas. Pour le dire, quoi. La prononciation. Vivre aussi dans la peur, vivre dans... C'est une langue difficile. Oui, qui doit être difficile, il faut se blinder, j'imagine, il faut quand même... Non, puis ça ne m'intéressait pas de parler allemand, hein, vraiment. Je n'avais pas envie de parler allemand. Mais ceux qui parlaient allemand étaient avantagés. Parce qu'ils pouvaient quand même parlementer quelquefois. Parlementer avec les capots qui étaient pas des humains, les capots, c'était des bêtes. Mais enfin, ils pouvaient leur répondre. Puisque moi, je n'ai rien qu'à la fermer, c'était tout. Qu'est-ce qu'on vous faisait faire là-bas? Moi, j'étais à l'usine. Oui, j'étais à l'usine, je faisais des obus. Alors, c'est pareil, sortant de la culture, on nous a amenés et on nous a, par sélection, il y avait les plus costauds qui étaient pour les fours et d'autres approchaient les obus, approchaient les blocs et un certain nombre, on n'était pas bien nombreux, on nous a mis sur des tours automatiques. On est resté une semaine pour apprendre à faire fonctionner un tour automatique. Et puis alors, c'était pas le moment de dire qu'on ne pouvait pas, parce que celui qui ne pouvait pas, il était mort. Hein. Il fallait céder au travail. Et là, j'ai eu sûrement un peu de chance. J'ai tout le temps été sur la même machine, une machine qui marchait assez bien. Puis le fonctionnement n'était pas terrible à faire. Je me suis bien débrouillé assez vite. Et il fallait faire un nombre d'obus. Si on ne faisait pas le nombre d'obus, c'était la pénalisation de 25 gouttes de schlag. Alors il y avait intérêt. Parce que quand on avait tourné un obus, on le mettait, on finissait, on les barbait, on mettait notre numéro de machine dessus, ça partait au contrôle. Et si on n'avait pas fait nos 120 obus, parce qu'on travaillait 12 heures de temps au début, eh bien, c'était la peine avec la schlag. Ils n'avaient pas affaire au gouvernement allemand, ils avaient affaire uniquement aux SS. C'était les SS qui exploitaient les déportés. Les SS avaient les déportés à leur disposition pour les fournir où il y avait besoin de main-d'œuvre. Et ils nous louaient. Comme à l'usine, on était loués aux usines, et eux, ils encaissaient. Ils encaissaient les sous. Oui. Cinéma, tout ça. Ouais. Cru. Et on devait mourir, tous on devait mourir, puisque il ne devait pas avoir de survivants quand l'envahisseur arriverait. Mais, il y avait des crématoires, naturellement. Les crématoires, oui, mais les crématoires ne suffisaient pas, ils ne pouvaient pas tout y passer. Hein. Il y avait les fosses communes. Chez nous, ils en ont ramené quelques-uns au crématoire de Waterstedt était à côté de Brunswick, il fallait remonter jusqu'à Neuengamme. Et puis, ils remontaient les morts, c'est-à-dire ils amenaient des vivants, puis ils ramenaient des morts. Puis après, il y avait les fosses communes, quoi. Mais il est vrai qu'on a retrouvé dans des archives allemandes que quand il y avait des déportés, le déporté dans le camp, il avait 9 mois de vie. C'est-à-dire qu'il comptait sur lui pendant 9 mois pour rapporter de l'argent au camp de concentration où il était. Oui. Et il était nourri pendant cette période-là parce qu'il devait travailler. Et ils avaient tablé sur 9 mois de vie. C'est pour ça qu'il y avait un turnover énorme. On s'affaiblissait de plus en plus. Et quand le gars était plus rentable, on le mettait dans les blocs chauneaux. Les blocs chauneaux, c'était des baraquements où ils étaient là en attendant de mourir. Oui. Alors là, on ne leur donnait presque plus à manger. Puis périssaient comme ça. Au niveau de la nourriture La nourriture, c'était vite fait. La nourriture, le matin au réveil, c'était le café. Le café, c'était de l'ersatz, quoi. C'était de l'herbe. Même pas des... Oui. Il y a peut-être un peu d'orge dedans. S'il y avait eu de l'orge assez, mais c'est de l'ersatz, quoi. Alors on avait ça, et puis ils nous donnaient un soulac, comme ils disent, un petit... C'était une tranche de pain mince,
et puis un bâton de margarine, comme ça. Et ça. Puis après, dans la journée, il y avait la soupe. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y avait rien autre chose comme nourriture. Le morceau de pain, c'était au début, on avait mis la boule en 6, et puis après elle était en 8, et puis après elle était en 10. Alors ça fait une tranche de pain comme ça. Ça, c'est par jour. Alors souvent, les gars, il y en a qui restaient. Parce que la schlack, c'était terrible. Moi, j'en ai pris une fois. Je vous l'avais dit déjà l'autre jour, il me semble. J'ai pris une fois. Je faisais mon travail pour pas recevoir des coups. Et je vais aux toilettes. Quand je ressors des toilettes, un capot qui était là, qui allait me croiser, il m'attrape. Il avait sûrement besoin de taper, parce que les capots, c'était des gars qui étaient formés pour nous faire exécuter les ordres, et puis surtout pour nous taper, puis nous faire périr. Et il me prend, il me rentre dans les WC, et j'ai vu que ce n'était pas le premier qui passait comme ça. Il y avait un tabouret, il a mis le tabouret au milieu, rondin, il m'a fait coucher dessus, et il a pris une schlague qui était au-dessus de la porte. Et lui, il avait sa schlague avec lui, mais celle qu'il a prise, c'était une schlague qui était au moins grande comme ça, et puis il a commencé de taper. Alors, au bout de 15 coups, il s'arrête. Il me dit, Vifil. Alors, je lui dis, Funsen. Il en était estomaqué parce que un petit bout de bonhomme comme moi, qui avait pu compter les coups, parce que souvent les gars ne pouvaient pas compter. Et ils retapaient. Et il y en a qui restaient sous les coups, parce qu'ils n'arrivaient pas à compter leurs coups. Alors, quand j'ai dit Funsen, il restait comme ça. Et puis Raoust, il m'a fichu dehors. J'ai eu la chance de bien avoir compté les coups. Et ça, on savait qu'il fallait les compter. Vous aviez une grande solidarité quand même entre vous? Oui, ben les copains, oui, entre nous, oui. Moi, j'ai tout le temps eu des bons copains, tout le temps. Au début, on avait une couche chacun, puis après, on nous a mis deux. Là, c'est pareil. J'ai changé plusieurs fois de partenaire pour coucher. Ils n'ont pas eu de chance parce que j'en ai pas eu de suite. Quand je suis rentré, ils sont tous morts. Là. J'ai changé plusieurs fois. Il y en avait un bon copain qui était de Ruilly. Alors, lui, un nommé Vacher. Il était plus âgé que moi, forcément. Et puis, quand il y avait des avions qui venaient, il y avait alerte, ils vont encore bombarder. Et il y avait eu, pendant un moment, pendant plus d'une semaine, on entendait un avion qui venait, il était seul cet avion. Et la DCA se mettait en route et il bombardait les hauts fourneaux. C'était avec des grosses bombes, des bombes énormes, parce qu'on entendait la bombe qui descendait. Boum, alors ça faisait un bruit. Alors le copain là, il se prenait puis il me serrait comme ça. Oh, il dit j'aime pas ça. Puis moi j'étais trop content. J'explosais de joie. Il faut tout casser, pourvu qu'il casse tout. Et lui, ça lui faisait peur. Non, moi, quand j'entendais les avions, j'étais content, pourvu que ça casse. On souhaitait ça, quoi. On savait qu'on pouvait rester, mais... Ça, le coup d'y rester, c'était secondaire pour moi. Non, moi, j'ai jamais été. On était un groupe, on essayait de pouvoir s'évader. Mais autrement, de monter un réseau de résistance, j'ai jamais été dans un groupe. Je pense pas qu'à Waterstedt, il y en ait eu. Il y en a eu à Neuengamme même, parce qu'à Neuengamme même, il y avait dans un endroit une petite fabrique de fusils. Et je l'ai su quand on était en pèlerinage après, et ils avaient réussi à mettre pas mal de pièces de fusils cachées au cas où il pourrait monter un réseau. Mais il n'a pas été monté à Neuengamme.
Mais il y a eu pas mal de pièces de fusils qui avaient été cachées sous les baraquements qu'on appelait les blocs, quoi. Que nous, à Waterstedt, non. Tu avais su que le père de Poigeot était décédé à Neuengamme 3 mois avant la libération du camp? Non, je ne l'ai pas su. Non. Mais lui faisait partie d'un réseau de résistance, je pense le fameux SOE, qui venait de Londres. Au camp? Oui, il était à Neuengamme, il avait été déporté. Ah, Neuengamme. Oui, Ah, Neuengamme. Ah, oui, Neuengamme. Oui, d'accord. Parce que Waterstedt, non, je pense. Non, Waterstedt, non. Mais Waterstedt, on était au maximum 4000. Hein. On n'était pas... c'était un commando. C'était un grand commando. Ça dépendait de Neuengamme. Comme Ravensbrück était dépendait de Neuengamme. Oui. C'est pourquoi, au mois d'avril, qu'on nous a évacués sur Ravensbrück. Mais je croyais, je dis, moi je vais m'évader. Je ne vais pas rester en Allemagne, je vais trouver le moyen de m'évader. Et ça a été, pendant une grande partie de ma déportation, d'avoir envie de m'évader avec d'autres. On avait préparé plusieurs projets, mais ça a tout le temps échoué. Et puis par bonheur, parce que tous ceux qui ont tenté de s'évader de Waterstedt, ils ont été repris. À part 2 Russes qu'on n'a jamais eu de nouvelles, ils n'ont pas été ramenés au camp. Peut-être eux qu'ils avaient réussi, j'en sais rien. Mais autrement, il y a eu quelques tentatives d'évasion. Ils ont tous été repris. Il y avait les chiens tout de suite derrière. Et oui. Oui, mais peut-être qu'on devient un peu égoïste, parce que ma famille, moi j'y pensais, j'allais les retrouver, puis qu'ils allaient être heureux. Mais autrement, je ne me faisais pas de soucis pour eux. Non, je me faisais du souci parce que je les voyais peiner à cause de moi. Mais autrement, puis peut-être quand on est jeune comme j'étais, qu'on a peut-être moins, on est moins attaché. Ça, c'est un mot important, la volonté de tenir. Oui, mais c'est pareil, la volonté. Vous avez des gens qui connaissent la musique, vous avez des gens qui chantent bien, mais la volonté, c'est un peu ça, c'est un don qu'on a acquis à la naissance. Hein. On peut l'améliorer, mais on ne peut pas la faire. Alors, il y en a qui disent des fois, il n'a pas de volonté. Moi, je me dis, il n'a pas de chance de ne pas avoir de volonté, mais ce n'est pas de sa faute. Hein? C'est vrai. Eh oui. « 1945. Au cours de leur progression sur le territoire allemand, les Alliés découvrent la tragédie des camps de concentration. L'état de santé des internés était tel que pendant plus d'une semaine après la libération, il en est mort 60 par jour. C'est les Américains qui vous ont libéré? Non, les Russes. Oui, les Russes. Ben, les Russes nous ont libérés. C'est pas qu'ils ne se sont pas du tout occupés de nous, mais pas assez. D'ailleurs, on était libérés le 2 mai, et la guerre n'était pas finie. Ils nous avaient dit, la guerre n'est pas finie, ne sortez pas du camp, on s'occupera de vous, mais ça c'était le matin à 10h, et puis le soir dans l'après-midi, à 4-5 heures, on a commencé de sortir du camp. Puis la mitraille s'éloignait, parce que ça tirait toujours à grands coups, hein, c'était encore la guerre.
Et on est sorti du camp à ce moment-là, puis on s'est débrouillé par nous-mêmes. Ils vous donnaient à manger? Ah non, non, on se débrouillait par nous-mêmes. Hein. Oh non, 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 non. Franchement, l'armée russe ne s'est pas occupée de nous. Simplement que moi, j'avais ce copain qui était en train de mourir, quoi, qui avait le typhus, il était en dysenterie, il avait des coliques, son anus sortait grand comme ça. Il agonisait, je me disais, mais il ne va pas mourir, bonsoir. Parce que mourir, un copain qui mourait, ça ne nous faisait pas. Ça ne nous faisait pas. C'était pas terrible, c'était un de plus, quoi. Et le matin, quand j'avais eu de la peine à m'endormir, le matin, quand j'ai vu qu'il était encore dans cet état-là, que j'ai les deux Russes que je voyais passer par la fenêtre, je les voyais passer avec leurs fusils, j'ai été les appeler, ils sont venus, et ils l'ont vu, alors eux, ils se sont occupés de mon copain, qu'ils ont emmené sur un brancard. D'ailleurs, quand ils sont arrivés et que je leur ai fait voir le sujet, ils se sont regardés, ils sont partis précipitamment. J'ai dit, ben, ils vont rien faire du tout. Puis c'était pas ça. Ils sont partis en vitesse chercher un brancard pour l'emporter. Et puis après, moi, quand lui, au bout d'une dizaine de jours, qu'il est sorti assez vaillant, puisqu'il voulait rentrer en bicyclette, puis, mais la tête n'allait pas bien. Il ne voulait pas aller bien loin. C'est à ce moment-là que moi, j'étais en train de mourir, j'étais fini, quoi. J'étais fini, dû à avoir mangé. J'avais, en revenant d'essayer de trouver quelque chose dans Malkov, là-bas, j'avais trouvé des Espagnols qui étaient avec moi à Wattenstedt, et puis on était bien copains, quoi. Ah, me dit le petit, me dit, qu'est-ce que tu deviens? Ben, je dis, je suis dans un petit baraquement, là. C'était des baraquements où il y avait les travailleurs obligatoires. Alors, il y avait des baraquements qui étaient propres, quoi. Et puis, il me dit, mais demain, tu viens manger avec nous. On a réussi à kidnapper un cochon, on mange du cochon. Et puis, le lendemain, j'étais mangé avec eux. Et puis, ils m'ont fait manger du bouillon de cuisson. Et puis, alors, ça m'a fichu en l'air complètement. Et c'est là, j'étais en train de mourir, que le copain est revenu dans le baraquement. Et puis, c'est lui qui a été chercher les Russes qui m'ont emmené. Alors là, ils m'ont emmené dans un bâtiment qui était aménagé comme un hôpital, quoi. Où, là, ils m'ont soigné, ils m'ont bien soigné. Il y avait un service sanitaire, quand même. Oui, voilà. Mais là les Russes m'ont bien soigné. Pour après revenir en zone anglaise. Malkov, c'était... il y a eu la jonction. Une partie de Malkov était libérée par les Américains, les Anglais, et l'autre partie par les Russes. C'était le point de jonction. J'ai su après qu'ils avaient vidé le camp de Neuengamme, ils en avaient mis sur 3 bateaux, 2 ont été coulés. 2 bateaux pleins de déportés ont été coulés. Dans un des bateaux, il y avait mon copain, là, l'interprète, Solbach, là, qui lui s'en est tiré parce qu'il parlait bien l'allemand. Il s'est mis à la nage et il a pu monter dans une barque en parlementant avec des Allemands. Autrement, il était perdu aussi. Et le camp de Neuengamme a été libéré propre. Ils ont tout nettoyé le camp avant la libération, si bien que quand le camp de Neuengamme a été libéré par les Anglais, ils ont trouvé un camp tout propre. C'est pourquoi on a parlé de tout un tas d'autres camps, Buchenwald, Dachau, tout ça, et que Neuengamme ne parlait pas, parce qu'il semblait qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Alors c'est un camp qui a été terrible. Maintenant c'est connu. Quand on était rapatriés, la plupart passaient par l'hôtel Lutetia à Paris. Et nous, comme on nous avait amenés en avion, qu'on était en piteux état, du Bourget, puisqu'on atterrissait au Bourget dans le moment,
on ne nous a pas passé par l'hôtel UTC, on nous a amenés directement à l'hôpital Bichat. Parce qu'on ne pouvait pas, on m'a amené sur un brancard. Hein. On m'a amené sur un brancard de l'avion à Bichat. Mais avant, j'avais été mariole aussi, parce que quand on a pris l'avion, la Croix-Rouge nous dit ceux qui peuvent être assis, vous prendrez les places assises. Oh, il n'y a pas beaucoup de places assises, c'était des avions Junker, ces vieux. Oui, en tôle ondulée, là. Alors, ils avaient mis des bancs sur un côté pour s'asseoir. Alors, les plus valides, vous vous mettrez sur les bancs pour laisser la place aux moins valides sur les brancards. Sur les brancards, c'était quand même mieux. Mais moi, vaillant, je dis, oh, mais moi, je peux bien voyager assis. Et puis, en route, bon, ben, j'ai craqué. Puis, j'ai pas tenu le coup. Alors, quand on nous a descendu de l'avion, ils m'ont porté sur un brancard. Mais je vous garantis que quand on a passé la frontière, je l'avais peut-être déjà dit, quand on a passé la frontière de l'Allemagne en France, l'accompagnatrice nous dit, ça y est, vous venez de passer la frontière, on est en France. Eh bien, c'était encore un supplément de libération. Ah oui, on était libérés, on savait qu'on allait rentrer, mais quand on était sur la France, oh, ça m'a remonté, ça m'a gonflé vraiment. Et puis quand on était du Bourget pour aller à Bichat, qu'on traversait Paris, quand je voyais les immeubles, je disais, Paris, mais je suis chez nous, ça y est. Pour moi, j'avais jamais été à Paris, je connaissais rien de Paris, mais quand je voyais ces maisons, je disais, ça y est, c'est vrai, on est rentré. Eh oui. Il m'a dit, on n'amusait pas le terrain. Et ils ne savaient pas où j'étais, moi. Ils n'ont jamais su ce que j'étais devenu. Si bien les copains que ma famille, ils n'ont jamais su, du 28 mars au 4 juin 1945, jamais su ce que j'étais devenu. Quand vous étiez en déportation, vous écriviez? Ah non. En cellule, j'ai jamais pu rien dire, jamais pu savoir que j'étais en cellule, que j'étais prisonnier. Ma famille n'a jamais su, absolument jamais. Si bien que un copain de déportation, un nommé Givry, qu'on appelait Bibi, est rentré quelques jours avant moi. Il est allé chez mon père dire que j'étais vivant, que j'allais rentrer. Mon père l'a mal pris, il m'a envoyé promener parce que mon père avait fait des recherches. Il a même payé un avocat. Ils ont cherché, ils n'ont jamais pu me trouver. Ils n'ont jamais su ce que j'étais devenu. Et jusqu'au 4 juin, que j'ai pu faire passer un télégramme. Sinon, ils croyaient. J'étais disparu d'ailleurs. J'étais porté disparu, même officiellement. Quand j'étais à Mâcon, à la caserne, chercher mon certificat d'appartenance aux forces françaises, modèle A, qui était le seul justificatif qu'on avait, ils m'ont dit, j'allais à Mâcon pour mon père et pour moi, ils m'ont donné le certificat modèle A de mon père, puis moi, ils ont dit, écoutez, on ne peut pas vous donner comme quoi vous étiez dans la résistance, vous êtes porté disparu. Mais je dis, peut-être que j'étais porté disparu, mais c'est moi, celui-là. Alors, ils ont discuté entre eux, il y avait des gradés, je ne sais pas les grades qu'ils avaient. Puis ils ont dit, bah oui, dans le fond, ils m'ont fait mon certificat modèle A. Et quand j'ai été rapatrié, là, à Paris, que je suis tombé en larmes, je ne me rappelais plus qu'on pouvait pleurer. Après, je me dis, mais comment que ça se fait que tu as pleuré? Mais j'ai jamais eu envie de pleurer, je ne savais pas ce que c'était que de pleurer. J'ai retrouvé au contact de mon père. Bien sûr. Sinon, non, personne n'avait envie de pleurer. Le contexte familial. Ah oui, oui, c'est l'émotion, quoi. Bien sûr.
Je pense qu'on perd un peu son humanité, enfin c'était le but aussi. Oh ben on était déshumanisés, hein. Oui, c'est ça. Parce que c'était plus des hommes dans les camps, c'était des stucs. Oui, On oui. était par 5. Stuc, c'est des pièces. Oui, voilà, c'est des pièces côte à côte. Des pièces. Je n'ai jamais pensé une seule minute que je pouvais mourir. Jamais, jamais, jamais. Je me voyais rentrer chez nous pour pouvoir tout dire ce qu'on avait subi. C'était ça. Puis on s'était bien promis les uns les autres qu'il fallait qu'on explique bien en rentrant chez nous tout ce qu'on avait subi. Parce qu'on savait bien que personne ne pouvait penser ce qu'on nous faisait subir. D'ailleurs, les premiers temps, quand vous êtes rentrés des camps, quand les gens ont commencé à parler, il y en a certains qui ont voulu parler. Mais Et ils n'ont pas été crus. Non, il y en a beaucoup qui n'ont pas été Ils ont crus. dit que c'était des histoires. Oui. Eh bien, mon petit village, moi, on m'invitait, un village de 100 habitants, hein, Bichy-sur-Flé, on m'invitait pour me faire parler. Et je crois que les gens me croyaient. J'ai tout le temps pensé qu'ils me croyaient. Puis après, ils ont eu confirmation. Peut-être qu'ils hésitaient au début, mais on n'avait pas l'air de me dire que ce n'était pas possible. En 1946, Jean Tortillé adhère à la FNDRP, fondée par Marcel Paul et Frédéric-Henri Manès. Il prend des responsabilités au sein du département de Saône-et-Loire et au niveau national. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Jean Tortillé continue à nous parler de la résistance et de l'enfer des camps de concentration. Il le fait avec lucidité et courage. L'émotion n'est jamais très loin, au détour d'un souvenir. Il se présente comme un homme ordinaire, mais il porte un bagage extraordinaire. À son retour des camps, en 1945, il parle de sa déportation à ses amis, à ses enfants, mais aussi dans les établissements scolaires, dans les collèges et les lycées. Il porte tout son espoir vers les jeunes générations, surtout pour qu'elles n'oublient pas. Lorsqu'un individu refuse de se rappeler son passé, il est appelé à le revivre.